tout ceci a été déclenché par rapport à nos relations avec la Russie. Et je pense que c'est en novembre 2011 qu'il y a eu un événement à Moscou où le président Lamine-Diack a été décoré par le président Medvedev. Et j'étais présent lors de cette entrevue. Et durant cette entrevue, il y a eu un déjeuner avec le ministre des Sports, Vitaly Mutko, et le président de la fédération. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler que la Russie a été attaquée pour des problèmes de dopage. Par la suite, je n'ai plus entendu, on en parle jusqu'à 2013. Il y a eu un article du Daily Mail le 6 juillet 2013 où un journaliste anglais recommandait la suspension de la Russie et qu'on déloge le championnat du monde parce qu'il y avait beaucoup de cas d'athlètes russes et qu'il y avait aussi beaucoup de corruption au niveau des entraîneurs russes. Alors, cet article a évoqué au sein de l'IAF tout de suite un comité de crise et a permis d'analyser la situation par rapport au championnat du monde qui se devait se tenir au mois d'août. Et c'est avec notamment Nick Davis, directeur de communication de l'I2AF et secrétaire général adjoint, qui a eu à me donner les noms des athlètes qui étaient supposés être dopés. À l'époque, on était au stade de l'enquête. Et un an après, au conseil de Dakar, Nick Davis, la même personne, vient m'évoquer que nous avons une plainte au sein de la commission d'éthique qu'un homme noir qui vient souvent à Moscou aurait perçu de l'argent venant d'athlètes russes pour couvrir des cas de dopage et que la plainte provenait d'un employé anglais de l'I2AF qui s'appelait Sean Wallace Jones. Alors, durant la période de 2013, pour en revenir un peu, quand cet article est sorti dans Daily Mail, Nick Davis et moi-même qui s'occupons de la promotion des championnats du monde, ont identifié une série de mesures à prendre pour protéger l'organisation et la bonne tenue de nos championnats. À l'époque, il évoquait la société de Sébastien Coe, qui s'appelait CSN, qui est très bien introduit en Angleterre pour gérer et calmer la presse anglaise. Alors, il a aussi mis un budget à disposition au niveau de sa campagne média, au niveau de la Russie, pour pouvoir amener le plus de gens possible au niveau du stade, remplir les stades. C'était un défi pour l'I2AF. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris l'acharnement des anglo-saxons contre la Russie. Mais en 2014, pour revenir à Dakar, quand il m'a évoqué ceci, j'ai rigolé. Mais j'ai compris tout de suite que c'était une manœuvre, peut-être pour s'attaquer à moi. Parce que celui qui allait souvent à Moscou, depuis 2007, c'était moi, parce que j'avais un client, la banque russe VTB, et où c'était éventuellement le maître Habib Sissé, qui était l'autre conseiller juridique du président, qui est noir comme moi. Mais j'ai tout de suite eu un entretien avec le président Diack et les autres cabinets. Je lui ai dit que je pense que les Anglais sont à la manœuvre. Parce que, comme vous le saviez, le président Diack devait quitter l'I2AF en 2015. Et comme on les appelle si bien la perfide Albion, et en vue de leur méthode de campagne dans le cyclisme, avec la candidature de Brian Coxon, qui avait soulevé l'affaire Armstrong pour pouvoir justifier sa candidature à la présidence de l'UCI, l'Union cycliste internationale. Pour moi, c'était du réchauffé. Mais personne à l'époque voulait me croire. Bon, comme je ne me sentais pas concerné par cette accusation, j'ai continué à vaquer à mes occupations. Jusqu'au mois de décembre 2014, où un article est sorti le 3 décembre dans l'équipe. Donc, et connaissant
le rôle de l'équipe au sein de l'IAF, le rédacteur en chef sport de l'équipe, Marc Ventouillec, qui était membre de la commission de presse de l'I2F et qui était très proche de Sébastien Coe, à qui il avait accordé une interview le 27 novembre 2014. 5 jours après, on nous sort cet article, qui est à la veille de la session du CIO à Monaco, où le CIO devait discuter de l'agenda 2020. Ça fait un tollé quand cet article est sorti, et les accusations étaient très claires en disant que Pape Massata Diack et Habib Cissé et Valentin Baradichev se sont rencontrés dans un hôtel à Moscou, où ils étaient en réunion pour dissimuler des cas de dopage en Russie. Donc, le soir même, il y a eu tout de suite, comme de manière concomitante, un reportage à la chaîne de télévision allemande, ARD, par un journaliste qui s'appelle Hans-Joachim Seppelt. Ils ont tout de suite commencé leur campagne, parce que dès le début de la session du CIO, il y a eu un tollé qui était à Monaco, le siège de l'I2F, et les attaques contre Lamine Diack ont commencé, et le 7 décembre, un autre documentaire est sorti, mais cette fois-ci disant que c'est un associé à Pape Massata Diack qui a servi d'intermédiaire pour un remboursement de transfert bancaire. Alors immédiatement, Sébastien Coe, qui avait déclaré sa candidature le 27 novembre, tout de suite s'est mis à déclarer dès le 9 décembre l'exclusion de la Russie, de l'I2F, ces cas de dopage, alors que l'enquête n'avait même pas abouti à quoi que ce soit, parce que la commission d'éthique est aussi par ailleurs gérée par un Anglais du nom de Michael Belaf. L'enquêteur en question sur ce cas de dopage est un Anglais qui s'appelle Anthony Hooper, un avocat anglais. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin, mais tous les éléments étaient rassemblés pour que la perfide Albion se mette en marche par rapport à leur campagne présidentielle pour l'I2F. La première réaction de Lamine Diack a été de dire « il faut que tu suspendes tes activités le temps que l'enquête se fasse ». J'ai accepté, j'étais à Pékin. Mais la veille de mon départ de Pékin, un autre article sort du Guardian, de Owen Gibson, m'accusant d'avoir demandé des pots de vin pour 5 millions de dollars au Qatar. Mais l'article est ressorti immédiatement du net. Ils ne l'ont pas mis sur leur journal papier, ils l'ont mis sur le net le temps d'une nuit, le temps que je prenne l'avion pour arriver à Dakar. Et tout de suite, j'avais créé un dommage parce que à 2 jours près, je devais signer un très grand contrat avec le Qatar, notamment avec Qatar National Bank et beIN Sport pour 16 pays. Un contrat qui avoisinait 85 millions de dollars. Donc je me suis dit, bon, je pense que le mal est fait, mais maintenant il faut compter les coûts et préparer la riposte. Et ce que j'ai fait à partir de 2015, j'ai mené mes enquêtes personnellement dans tous ces pays sur cette affaire. J'ai vérifié mes voyages en Russie, j'ai vérifié mes mails, j'ai vérifié tout. Et j'ai compris qu'il y avait une campagne orchestrée pour non seulement nuire à la crédibilité, mais indirectement vers moi, parce que tous les articles qui étaient écrits à travers le monde ne mettaient pas ma photo, ils mettaient la photo du président Lamine Diack. Donc, dès le 23 février 2015, je savais exactement d'où ça venait. Et j'en ai rendu compte au président Diack lors de notre championnat du monde, le championnat d'Afrique à Addis Abeba, avec le président Kalkaba Malbo. Mais ils m'ont demandé de me taire et d'attendre les conclusions de l'enquête de la commission d'éthique. Cette enquête n'a jamais conclu à quoi que ce soit jusqu'à juin 2015. J'apprends que la WADA, l'Organisation antidopage, a délégué des investigateurs, des enquêteurs au siège de l'I2F. Et ici à Dakar, on a reçu le secrétaire général de l'IAF, Essar Gabriel, tout paniqué. Il était en compagnie du directeur de cabinet du président, Cheikh Thiaré, pour donc rendre compte au président Lamine Diack de l'enquête qui était menée par la WADA en disant que c'est des gens de la DA, des gens Martin Dubaï, un Anglais, qui faisait partie des services de renseignement anglais dans le passé, et Gunther Jungel, un ancien de l'Interpol, allemand. Et
vu l'attitude qu'avait affichée Essar Gabriel, et connaissant ses liens avec un certain avocat qui s'appelle François Carrare, qui a, en décembre 2014, lorsque la session du CIO s'est tenue à Monaco, qui est venu demander au président Lamine Diack de manière formelle de démissionner sur la base des révélations faites par le documentaire Alban. À ce moment-là, il disait qu'il faut faire comme De Gaulle. Il faut savoir partir. Parce que nous avons des preuves, des faits, des trucs, des choses contre votre fils, contre vous-même. Il faut savoir démissionner. Et je pense que c'est à ce moment-là que le président Diack et moi-même devions faire face à ces gens-là. Au lieu d'attendre les conclusions de l'enquête dirigée par un avocat anglais, du nom de Michael Beloff. Là, l'agence mondiale antidopage a créé sa propre commission d'enquête, immédiatement après, le 19 décembre 2014. Et dès le 16 janvier, ils sont venus en réunion à Monaco, en disant à l'IAF, vous n'êtes pas visé. Nous avons un truc sur le dopage en Russie, c'est les Russes. Il faut vraiment mettre du clair, il faut nettoyer, tout mettre au clair, il faut nettoyer la Russie parce qu'actuellement il y a des cas de dopage assez importants. Que nous savions. Parce qu'à l'époque, en 2011, déjà, on évoquait potentiellement une liste de 23 athlètes. Alors en 2015, durant la même période, un article est sorti encore, du Guardian, attaquant les attributions des championnats du monde, en disant qu'on favorisait le Qatar. Alors je pense que c'est un moment où j'ai fait une interview qui a fait boule de neige à l'époque, et c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté. Ils ont compris que je n'allais pas me laisser faire sur mes liens avec le Qatar. Alors je pense que ceci a été orchestré de manière très professionnelle, très concertée, parce que à la suite des événements, en juillet 2015, sans attendre les conclusions de son rapport, mais Richard Pound est allé au niveau de Interpol et de la police française pour dénoncer des soupçons de corruption à l'I2F, alors que son rapport est sorti le 9 novembre 2015. Donc il n'a pas attendu les conclusions, il s'est hâté de dire je tiens quelque chose sur Lamine Diack. Il en voulait à Lamine Diack pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne l'a pas soutenu avec le juge Kéba Mbaye en 2001 lorsqu'il compétissait avec Jacques Rogge et Union Kim pour la présidence du CIO. Il en voulu aussi à Lamine Diack en 2013 parce qu'il voulait réintégrer la commission exécutive du CIO après une traversée de désert de 12 ans. La deuxième chose, quand on m'a évoqué le rôle qu'avait joué l'avocat de Lama, qui se trouve être aussi l'avocat de Essar Gabriel, secrétaire général de l'I2F, qui est français, et qui a, par la suite, on m'a clairement édifié qu'il a été celui qui allait faire une dénonciation et une déposition à la police monégasque pour que cette affaire soit déclenchée au niveau judiciaire et qu'on donne une enquête pénale. Donc, en concomitance entre ce qui s'est passé en décembre 2014, ce qui s'est passé en juillet 2015 et août 2015, où le 4 août, le parquet financier, national financier, a été saisi. Donc par Richard William Pound, alors que son rapport n'était pas encore terminé. On a compris que ce qu'il voulait, c'est que Sébastien Coe soit bien installé comme président de l'IAF. Sébastien Coe, avec dans son équipe de campagne, un homme qui se trouve être le président de l'AMA et vice-président du CIO, Sir Craig Reddy, qui en février 2015 faisait ouvertement campagne, accompagné de Sébastien Coe. Il était en Jamaïque pour sécuriser le soutien de la Jamaïque, et surtout de Usain Bolt, qui est l'icône de l'athlétisme, pour la candidature de Sébastien Coe. On a évoqué à plusieurs reprises des cas de dopage en Jamaïque, au Kenya, en Éthiopie, au Maroc. Et on ne parle pas de pays européens, alors que si tu vois les statistiques de l'AMA, sur les 15 pays qui sont ciblés pour des cas de dopage, il y a 6 pays européens, on n'en parle jamais. On ne parle que de la Russie. Bon, je pense que
il y a d'autres considérations, peut-être géopolitiques, qui font que la Russie, il cherchait à détruire la Russie. Donc, à partir de 2015, la machine judiciaire s'est mise en branle, mais nous ne le savions pas. Et comme je l'ai dit dans une interview en décembre 2015 ici, chez moi à Dakar, Lamine Diack n'a jamais été entendu par la commission d'enquête de l'AMA. Moi, personnellement, je n'ai jamais été entendu. Donc cette enquête, qui n'est pas contradictoire, a été faite à charge. Soi-disant déposée en France, mais pas au mois de novembre, dès le mois d'août. En disant qu'il faut enquêter sur ça, nous avons des preuves et des faits. Alors, je pense que toute cette cabale vient de cette conspiration anglo-saxonne que j'ai dénoncée en août 2014, que j'ai dénoncée au mois de décembre 2014 et en 2015. Donc, j'ai fait une sortie au mois d'août 2015 dans l'Observateur. Je disais exactement ce qui est en train de se passer. L'objectif était à double échelle. La première échelle, c'est de neutraliser Lamine Diack pour ne pas qu'il prenne position pour sa succession à la présidence de l'IAF. Et la deuxième, maintenant, on la découvre avec l'enquête pénale française. Si vous vous rappelez bien, au moment des faits, lorsque l'enquête a lieu, personne n'a évoqué le rôle joué par le comité olympique français qui a invité Lamine Diack à venir. C'était comme un traquenard, je peux le dire et le révéler de manière claire. Il y a eu chez la lettre du comité olympique français, écrit au président Lamine Diack. Ils ont envoyé un billet d'avion en l'invitant pour un séminaire des pays francophones à Paris le 2 novembre, dans l'après-midi à 14 h. Ils lui ont envoyé un transport à l'aéroport pour l'amener dans un petit hôtel dans le 5e arrondissement, qu'il a rejeté. Il est allé se mettre au Sheraton Charles de Gaulle. Et quelques heures après, la police française débarquait pour l'amener en garde à vue à Nanterre pendant 36 heures. Et entre novembre 2015 et au jour où je vous parle, il n'y a pas un seul officiel du comité olympique français qui s'est présenté pour au moins s'enquérir de sa situation. Donc je pense que c'était un traquenard bien orchestré. Et si je vois maintenant le rôle qu'a joué Essar Gabriel, qui était directeur de la candidature de Paris 2012, qui est un consultant en lobbying olympique très reconnu, et son ami Etienne Tebois, qui dans son blog du 8 novembre 2013, évoquait le rôle que pouvait jouer Lamine Diack, ou qu'aurait joué Lamine Diack dans la candidature de Tokyo 2020. Donc je pense que la France, le comité olympique français, et la justice française, et l'AMA, sont de connivence. Et ça, je suis libre de le dire au vu des faits que je détiens. Alors, ces éléments, cette enquête, elle peut être justifiée à Monaco, parce que l'IAF est une organisation de droit monégasque. Le siège est à Monaco. Monaco fait partie des lieux où des présumés faits de corruption ont lieu. Alors, après une enquête qui a été déclenchée le 6 octobre 2015, cette interpellation et cette mise en examen entre le 1er et le 3 novembre 2015. À aucun moment, la France a jugé utile, la justice française, de se déplacer vers, ils ont perquisitionné l'appartement du président Lamine Diack à Monaco, sans sa présence, sans son avocat, en violation du code de procédure pénale. Ils sont revenus à Monaco avec tout ce qu'ils détenaient. Ils ont, je pense, fait fuiter le rapport Pente par Mediapart et lyoncapital.fr le 6 novembre, à 3 jours de la publication. Une conférence de presse retentissante a eu lieu à l'époque, à Genève, avec Richard Pond, Richard McLaren et Gunther Junger, disant que nous allons faire des révélations, ça va être le plus gros scandale de l'histoire du sport, il y aura des révélations choquantes, il y a eu des cas d'extorsion de fonds, des athlètes russes, la corruption au sein de l'IAF, alors qu'ils venaient de déposer non seulement le rapport, et puisqu'il plus est, la France venait d'ouvrir une information judiciaire en octobre 2015. Alors, entre octobre 2015, novembre 2015 et jusqu'à février 2016, tout le monde au Sénégal a été choqué
des révélations qui étaient faites contre Lamine Diack et contre moi. Mais à aucun moment, les enquêteurs français, au vu des relations et de la proximité entre la France et le Sénégal, ne se sont même pas déplacés pour venir soit m'entendre, ou chercher à m'inculper ou me mettre en examen par rapport à des faits ou à des preuves qu'ils auraient. Ça n'a pas été le cas. On a assisté, tous, à un lynchage médiatique à travers le monde, l'équipe, Guardian, ARD, les 5 pays qu'on appelle le G5, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, comme par hasard. Dans ces 5 pays que tout part à travers le monde, mais avec une organisation médiatique extraordinaire. Donc, je pense que l'enquête, dès le départ, était biaisée. Était une enquête qui n'était faite qu'à charge. Ils ne cherchaient pas à savoir. Maintenant, la preuve la plus tangible qu'on a eue, c'est que le 14 janvier 2016, à Munich, le soi-disant jour J où on devait faire des révélations, on voit Sébastien Coe débarquer en public pour assister à la conférence de presse contre l'IDSF, alors qu'il est président. On voit le procureur national financier, Mme Eliane Houlette, débarquer à la réunion, alors qu'elle est supposée être la justice, c'est-à-dire être une balance à équidistance entre les accusateurs et les accusés. Tout de suite, elle a fait écho pour les soi-disant révélations qu'elle devait faire le rapport Pente. Donc je pense que ces faits sont très clairs. Dès le début, on savait où s'orienter l'enquête. Eh bien, contrairement à ce que dit le rapport Pente, le rapport Pente dit que dès que mon père a pris fonction, je suis rentré à l'I2F comme responsable du marketing, ce qui est tout à fait faux. En 2000, j'étais au Nigeria comme consultant du gouvernement fédéral pour la préparation, l'organisation et la mobilisation de ressources pour la Coupe d'Afrique des Nations, Ghana-Nigeria. C'est là-bas où j'ai même rencontré les officiels de la Fédération sénégalaise de football qui m'ont dit, mais écoutez, Massata, après le Nigeria, il faut que tu viennes nous soutenir parce qu'on va aller au mondial en 2002. On a une très bonne équipe, une très bonne chance, il faut venir faire valoir votre expertise en marketing. Donc j'étais au Nigeria, je n'étais pas à Monaco. Et en 2001, le premier fait qui me permet de collaborer avec Lamine Diack, c'est qu'il y a eu la faillite d'ISL, qui était l'agence officielle de marketing du DISAF. Et il a créé un groupe de travail avec Helmut Diegel, qui était vice-président chargé du marketing et des télévisions, avec Pierre Weiss, directeur général, qui supervisait le marketing, qui est un Français, et Kim McDonald, un agent anglais, il est décédé, et moi-même, pour aider l'IAF à choisir une agence de marketing pour succéder à ISL. Nous avons eu des consultations à travers 13 pays et presque 12 agences ont participé à l'appel d'offres qui a permis à l'IAF de sélectionner une entreprise japonaise qui s'appelle Denso. Alors moi je suis en septembre 2001, je pense que j'étais là au Sénégal quand la Fédération sénégalaise de football m'a officiellement employé comme agence de marketing. Moi je ne pouvais pas être à l'IDSF. Donc j'y ai été jusqu'en 2006 comme agent marketing de la fédération. Et en 2006, il y a eu une commission de marketing à Pékin, à laquelle le débat principal était focalisé sur le fait que l'IAF n'avait que des sponsors japonais. Parce qu'au moment de la prise de fonction de Lamine Diack, il y avait Coca-Cola, il y avait Visa, il y avait Snickers, les Bar Mars, qui étaient sponsors de l'I2F. Mais à partir de 2003, l'IAF a perdu tous ses sponsors. Il ne restait que les sponsors japonais. TDK, Seiko, Mizuno, Canon, Epson et la chaîne de télévision TBS. Alors, Lamine Diack m'a demandé, lorsque j'étais à l'île Maurice, le championnat d'Afrique d'athlétisme, est-ce que je pouvais venir à la commission de marketing à Pékin, qui était au mois d'août, lors des championnats du monde junior. Et lors des travaux de cette commission de marketing,
après avoir écouté les justificatifs donnés par l'agence officielle de l'IDZF qui est Denso, la raison pour laquelle ils n'ont que des sponsors japonais, c'est qu'ils n'ont pas de possibilité de pénétrer dans d'autres marchés. Ils ont un monopole de fait au Japon, mais dans les autres marchés, c'est très difficile d'obtenir des budgets. Alors, après avoir écouté cette intervention, j'ai fait une sortie, j'ai fait une présentation en disant que l'IAF gagnerait à explorer aujourd'hui les pays émergents. À l'époque, tout le monde connaissait ce terme, le terme BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. Alors nous avons tout de suite convenu avec l'autorisation des membres du Conseil qui étaient présents. Minos Kyriakos de la Grèce, Helmut Diegel de l'Allemagne, Dahlan Al-Ahmad du Qatar, Sébastien Coe était présent à l'époque sans intervenir, Hamti Pilakoski de la Finlande, Valentin Baranichev de la Russie, Junkie Park de la Corée. Ils m'ont dit mais il faut tout de suite s'intéresser à l'athlétisme et à nous aider. Je dis mais je connais bien l'athlétisme. J'ai eu à vendre l'athlétisme en 90 et 95, mais qui plus est, j'ai été en stage au siège de l'IAF en 89. Entre octobre et décembre 89, j'ai fait un stage au siège de l'IAF avec John Holt, le secrétaire général anglais, et Penny Belsham et John Wrigley. Donc je connaissais bien l'athlétisme. Et j'ai vendu pour presque 13 500 000 $ de contrats pour l'athlétisme africain. Alors, les membres du conseil ont recommandé au président de Mendiaf de m'embaucher comme consultant pour les aider à suivre ces recommandations faites. Mais surtout, ils m'ont demandé de me rapprocher avec Denso pour voir si on pouvait collaborer, moi dans les pays où j'ai des bonnes entrées et une connaissance du marché, à savoir ces pays émergents. Et en Afrique, aux Caraïbes, en Afrique du Sud et dans le Golfe, à Persique. Et c'est ce que j'ai convenu avec l'IAF à partir de septembre 2007. Donc je n'ai travaillé avec l'IAF que du 1er septembre 2007 au 21 septembre 2015. Mais, au niveau de l'IDZF, entre donc, la période où on a aidé à trouver une agence marketing, l'IAF a signé un contrat à l'écoute de 92 millions $ avec Denso pour 10 ans, entre 2001 et 2009. Mais entre 2000, la période où j'ai collaboré officiellement et j'étais dans le circuit de l'IDZF, ça a été presque un résultat de l'ordre de 216 millions $. Donc j'ai rapporté à travers 6 marchés, à savoir la Chine, la Russie, l'Inde, le Qatar, Abu Dhabi, et j'ai aussi permis à ce fameux contrat d'aller vers de télévision entre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Abu Dhabi Media, et le contrat que nous avons fait avec CCTV, la télévision chinoise, ce qui nous a permis d'augmenter fortement les audiences de l'athlétisme. Et à titre du groupe de travail, avec Helmut Diegel, Pierre Weiss et tout, nous avons sécurisé presque 492 millions $, du fait de la collaboration avec Denso. Ce qui fait que j'ai contribué globalement à sécuriser presque 700 millions $ pour le compte d'IDZF. Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.